Voix d'université, le podcast de France Université. 3, 2, 1, 0. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix d'université. Puisque l'on ne se connaît pas encore, je suis Romain, chargé de communication chez France Université, et c'est ensemble que nous allons apprendre, explorer, découvrir l'enseignement supérieur et la recherche comme on les vit, pas seulement comme on les imagine. Les présentations sont faites, alors plongeons sans plus attendre au cœur de notre sujet du mois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une étape majeure du parcours étudiant. Je parle bien sûr de l'orientation. Une période clé pour des millions de jeunes qui suscitent chaque année beaucoup d'inquiétudes et de doutes chez les candidats, mais aussi chez leurs parents. Un moment de tension médiatique aussi, où l'on entend tout et n'importe quoi sur Parcoursup, la plateforme phare du passage du lycée à l'enseignement supérieur. Mais Parcoursup, c'est avant tout le premier pas dans la vie que l'on choisit. C'est un tremplin pour prendre son envol, pour poursuivre son chemin dans la filière de ses rêves. C'est l'exaltation de découvrir de nouvelles matières, notamment grâce aux possibilités infinies qu'offrent les universités. C'est le début de l'autonomie. Alors comment faire les bons choix? Jusqu'à quand formuler ses vœux? Parcoursup n'est-il vraiment qu'un algorithme? Pour répondre à ces questions et démêler le vrai du faux, nous accueillons notre invité, Jérôme Teilhard, bonjour. Bonjour. Jérôme Teilhard, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous avez également été conseiller puis directeur adjoint du cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, d'abord au ministère du droit des femmes, puis au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une période durant laquelle vous avez notamment travaillé sur la question de l'égalité des chances. Mais vous avez aussi un surnom, Monsieur Parcoursup, et pour cause, c'est à vous que Frédérique Vidal, alors ministre de l'Enseignement supérieur, confie la mission de concevoir le successeur d'admission post-bac en 2017. Quel était le problème que vous deviez résoudre à ce moment-là ? Écoutez, le problème, il était simple. À la fois, on arrivait à la fin d'une époque, celle d'un outil, admission post-bac, qui fonctionnait, j'allais dire, sans avoir imaginé la progression de la démographie lycéenne, sans avoir anticipé les attentes du public en termes de transparence sur comment on accède à l'enseignement supérieur. Et donc, il fallait à la fois construire un nouveau projet qui soit un projet de société. C'est pour ça qu'il y a eu une loi pour exprimer une évolution du processus et puis en même temps avoir un outil qui puisse s'adapter à la réalité du quotidien des familles, des parents, des lycéens eux-mêmes. Donc je crois que c'est tout cela Parcoursup qui était le défi. Et je crois qu'au-delà de la plateforme qui focalise l'attention, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que on est là sur une question de société. Qu'est-ce que la société veut pour ses futurs étudiants? Qu'est-ce qu'elle veut pour ses futurs citoyens? Et c'est important, l'université, il y a toute sa place dans cette réponse et c'est important qu'on puisse travailler évidemment de concert avec l'ensemble des présidents d'université qui sont des acteurs majeurs sur Parcoursup. Et donc, suite à ce défi, 1 an plus tard, finalement, Parcoursup est lancé. Et justement aussi parce que c'est un sujet de société avec de nombreuses critiques. Avec du recul aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ces critiques et comment est-ce que vous avez fait pour améliorer la plateforme? Alors, moi, je préfère être sous critique que dans l'indifférence. Il y a des critiques parfois très politiques de Parcoursup, et puis il y a des critiques du quotidien qui sont plus que des critiques, c'est surtout des attentes en fait. Je crois que Parcoursup, c'est aujourd'hui 25 000 formations, c'est 1 million d'usagers chaque année, et donc c'est légitime d'avoir. Parce que aujourd'hui, l'accès à l'enseignement supérieur, c'est un sujet social avec une très grande diversité de population, comme sans doute on n'en a jamais eu auparavant. Et donc, il faut des outils qui soient à la fois souples et toujours tirer parti. Moi, la critique, ça fait avancer. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Dans la critique, il y a quelque chose de toujours légitime d'un usager qui attend du service public une forme d'excellence. Donc, le travail de l'équipe que je conduis, c'est d'être un travail d'être agile, toujours, pour essayer d'écouter, pour apporter des vraies solutions qui répondent à des gens vraiment au quotidien et en même temps arriver à toujours se fixer des objectifs à moyen terme parce que si on fonctionne que dans le quotidien, on n'a jamais le temps de répondre à toutes les demandes qui nous sont faites. Et puisqu'on parle justement du travail aussi de vos équipes et des académies, on s'est intéressé au pourquoi Parcoursup. Je vous propose qu'on parle aussi un petit peu du comment. On entend souvent que c'est un algorithme qui décide de l'avenir des candidates et des candidats. On l'entend aussi de la part de certains responsables politiques, vous l'avez dit. En réponse, vous avez plusieurs fois rappelé que l'humain était au centre du processus de Parcoursup. Comment ça se matérialise dans les faits
et quel rôle jouent par exemple les établissements dans le processus de sélection? Vous avez raison, c'est la question rituelle autour de Parcoursup, les algorithmes, une version déshumanisée de la réalité. Je crois que la réalité, c'est tout le contraire. Il y a à la fois le travail qui se fait en amont, c'est-à-dire que les universités comme les autres doivent passer à l'heure de la transparence, qui est une exigence collective. Et puis, il y a ce travail d'analyse que font ce qu'on appelle les commissions d'examen des vœux. Et je crois qu'on peut le dire aux familles, aux lycéens qui nous écoutent, ce travail-là d'analyse, c'est d'abord un travail fait par l'humain. Il n'y a pas de machine sur Parcoursup qui définit qui il va prendre de manière comme ça abstraite et absolue. Ce sont des enseignants, des collégialités d'enseignants qui définissent des critères, mettent en œuvre des critères, et avec toujours ce souci de l'adaptation. C'est-à-dire que le premier objectif qui est de leur, c'est quelle réussite. Comment on accompagne des lycéens à devenir des étudiants qui vont réussir dans ces formations. C'est un travail en tout cas vraiment très concret, d'examen de dossiers, d'examen des spécificités, parce qu'évidemment chaque lycéen demande à la fois qu'on puisse se servir de ses résultats scolaires, évidemment légitime, mais chacun demande aussi à ce qu'on puisse prendre en compte sa personnalité, son parcours. Ce faisant, on répond tous à une attente de la société qui est d'avoir peut-être moins de parcours linéaires, parcours déterminés, mais plus de parcours individuels et de parcours avec des passerelles. Chaque année, il y a des nouvelles types de formations qui sont toutes guidées par comment je personnalise davantage. Donc voilà, c'est le défi de notre époque en quelque sorte, et Parcoursup est un des outils qui symbolise en quelque sorte ces transitions entre un monde plus déterminé, plus figé, vers un monde dans lequel il y a plus de liberté, plus de souplesse, plus de choix à l'usager, donc peut-être aussi parfois peut-être plus de questionnement et d'angoisse, mais en tout cas qui ménage quand même plus de liberté dans les parcours. On parlait de questions pratico-pratiques sur ces commissions d'admission. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que l'on peut recevoir plusieurs réponses suite à un vœu formulé sur Parcoursup. Donc on a oui, oui si, en attente ou non. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on arrive à une réponse plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que ça veut dire finalement de l'acceptation du dossier ou non? La première chose sur Parcoursup, quand on fait des choix, on n'a pas besoin de les déterminer dans une hiérarchie. C'est très important parce que ça permet de se dire on a toute possibilité d'être ambitieux, d'avoir des vœux de sécurité. En tout cas, il ne faut pas se contraindre parce que notre objectif, il est limiter l'autocensure. Et on sait qu'elle a un poids extrêmement prégnant. C'est un vrai enjeu de lutte contre les inégalités que de lutter contre l'autocensure dans la manière dont on laisse les jeunes formuler leurs vœux. Et peut-être pour le dire, parce que Parcoursup a un rôle de facilitateur dans l'admission vers l'enseignement supérieur, aujourd'hui, c'est des vraies capacités de choix. Si je prends les données de 2025, eh bien en 2025, dans les lycéens qui ont eu des propositions d'admission, en moyenne, ils en avaient presque 6. Oui, on peut faire des propositions à des jeunes qui sont prêts à réussir dans ces formations et ils devront choisir ou non de venir. Il y en a d'autres où c'est oui-si, j'insiste sur ce oui-si parce qu'il y a une volonté des universités de développer la personnalisation des parcours. C'est qu'on a à la fois apprécié que vous étiez en capacité de réussir, mais pour réussir, il faudra que vous soyez accompagné. Et les universités ont construit des programmes personnalisés. Ce sont des renforts méthodologiques, ce sont des renforts disciplinaires, du travail de groupe. Vous avez raison de le souligner. Derrière le travail d'examen des vœux, il n'y a pas simplement le travail d'examiner une candidature, il y a un travail de se projeter sur le nouvel étudiant, en quelque sorte, comment l'accompagner au mieux pour lui assurer une réussite. Je me permets de revenir parce que vous parliez d'autocensure et je pense que c'est un sujet qui est important aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous avez notamment, je crois que c'était pour la procédure 2025, lancé un petit peu des fiches infos sur les formations et également un simulateur qui permet peut-être de formuler des vœux plus réalistes. C'est-à-dire qu'on a effectivement un simulateur, c'est le nom résumé que lui donne, mais je crois que c'est intéressant. Si je rentre mon profil de notes, mon profil de choix de parcours au lycée à travers mes enseignements de spécialité, quels ont été les résultats des lycéens qui avaient exactement le même profil que moi au cours des 3 dernières années? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment on aide un élève à se projeter, comment on l'aide à la fois à garder des vœux ambitieux, parce qu'il faut avoir des vœux ambitieux, il faut être ambitieux à cet âge-là, et puis en même temps d'avoir des vœux de secours, de sécurité. Beaucoup de jeunes nous disent qu'ils ont découvert des formations à travers Parcoursup. C'est vraiment l'enjeu. C'est tout l'intérêt du travail que conduit Parcoursup avec les établissements de l'enseignement supérieur, avec les universités en particulier, c'est de travailler sur l'offre de formation pour montrer la diversité
des solutions qui existent pour accéder à l'enseignement supérieur. Ce travail sur la diversité, ça se ressent dans les chiffres, puisqu'en 2025, on est à plus de 25 000 formations proposées sur Parcoursup, plus de 980 000 candidats, bon, y compris des formations en apprentissage d'ailleurs. 26 000 formations, c'est un vaste champ des possibles, notamment avec les filières universitaires, bien sûr, qui offrent des possibilités quasi infinies de poursuite d'études. Est-ce que vous êtes fier de ces résultats aujourd'hui, en 2025 ? Alors, je vous dirais, ce n'est pas mes résultats, c'est d'abord le résultat des établissements qui construisent l'offre de formation, donc il faut rendre ce qui est à César. Parcoursup permet à un lycéen qu'il habite dans le 5e arrondissement de Paris ou qu'il habite dans une petite commune des Hautes-Pyrénées d'avoir la même visibilité sur l'offre de formation. C'est un enjeu d'égalité important. Ceci étant, Parcoursup doit prendre pleinement sa part avec les établissements à réduire les inégalités sociales et territoriales pour amener le maximum de jeunes à pouvoir choisir le projet qui leur convient et dans lequel ils peuvent réussir pour accéder à l'enseignement supérieur. En 2024, donc on avait environ 22 000 candidats qui avaient saisi la commission d'accès à l'enseignement supérieur de leur académie, qui aide à partir de juillet celles et ceux qui n'ont pas reçu de proposition d'admission à trouver une formation adaptée à leur projet. Et à l'issue de la procédure en septembre, il n'était plus que 134 à se faire accompagner par ces commissions qui poursuivent leur travail jusqu'à la mi-octobre. Et en 2025, ils étaient encore environ 22 000 à se tourner vers ces commissions, mais en revanche, il n'était plus que 38 à être encore accompagnés après septembre. Donc est-ce que ce n'est pas une double réponse aux critiques qu'on entend souvent à propos de Parcoursup, celle qui accuse la plateforme de laisser des candidats sans formation et celle qui dénonce aussi le caractère impersonnel de la plateforme? Absolument. Je pense que ce travail-là, concret, humain, travail de dentelle. Et je le dis aussi parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas uniquement des experts anonymes. Ceux qui sont dans ces commissions, c'est aussi des représentants des établissements, des acteurs, vice-présidents d'université, directeurs d'IUT, proviseurs de lycée, qui prennent la situation d'un candidat qui demande un accompagnement pour essayer de trouver la solution la plus adaptée à son profil et en fonction des places qui sont disponibles. Et avec une logique, c'est ne laisser personne au bord du chemin, en tout cas essayer de trouver des solutions adaptées. C'est important et fondamental d'avoir ce service public d'accompagnement à ceux qui n'ont pas de proposition. C'est encore plus important d'avoir ce travail sur l'accompagnement à l'orientation en amont pour éviter peut-être que des jeunes se trouvent dans des situations plus difficiles, parce que je comprends bien que ce n'est pas facile à vivre. Donc voilà, c'est ça, on doit tous anticiper. Puisqu'on parle donc de l'accompagnement en amont, qui est très important, vous le dites, je propose qu'on fasse un point sur la procédure 2026, qui risque d'intéresser celles et ceux qui nous écoutent. Donc la phase d'admission finira le 12 mars et s'étendra jusqu'au 1er avril ensuite. Donc c'est le moment de rêver, de se dire que tout est possible, ou presque, et de s'intéresser à toutes les formations proposées. Je rappelle d'ailleurs que les universités proposent une multitude de parcours différents couvrant la quasi-intégralité des champs disciplinaires. Donc, pendant cette période, que peuvent faire les candidates et candidats pour construire leur projet d'orientation ? Ce qui me paraît important, c'est toujours de maintenir un bon équilibre entre consulter la plateforme et puis toujours avoir ce réflexe d'aller aussi au plus près de l'usager. Je pense que c'est à travers les journées portes ouvertes qu'organisent les établissements d'enseignement supérieur, en particulier l'université. C'est là qu'on se confronte à la réalité du contenu d'un enseignement parce que les professionnels, les professeurs viennent en témoigner. C'est là aussi qu'on se rassure parce qu'on rencontre des étudiants. Parcoursup vous offre la visibilité sur toutes les journées portes ouvertes. Parcoursup vous permet peut-être des petits rappels qui vous permettent de vous rappeler les dates des journées portes ouvertes des formations qui vous intéressent le plus. Ne ratez pas ces rendez-vous avec les professionnels du supérieur, professionnels de l'enseignement ou étudiants. Donc à l'issue de cette période très importante de salons, de portes ouvertes, de rencontres, d'immersion quand c'est possible, va venir le moment de formuler ses vœux, de compléter ses dossiers. Quels conseils vous pouvez donner à celles et ceux qui vont se retrouver dans cette période-là et quelles sont les erreurs les plus courantes, celles à éviter ? Alors d'abord, ce n'est pas une course de vitesse. Parcoursup, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête. On fait ses vœux tranquillement. La deuxième chose, peut-être, c'est n'oubliez pas que vous n'avez pas à hiérarchiser les vœux, donc ne vous fabriquez pas de hiérarchie. Soyez ambitieux, soyez réaliste. Et puis, les vœux que vous allez formuler, c'est votre propriété personnelle. Je peux faire un vœu sur une formation A et une formation B sans chacune des autres sache ce que j'ai fait. La pire erreur, c'est de rester tout seul avec sa question. Vous voyez, moi, ce que j'appellerais un échec sur Parcoursup, c'est celui qui a fait ses vœux, qui a eu exactement ce qu'il voulait et qui, 3 jours après le début de la formation, s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il souhaitait. Ça, c'est un vrai échec parce que c'est trop dommage.
Et j'aimerais conclure cette première partie sur une question qui est quand même importante. Pour celles et ceux qui ne recevront pas de proposition d'admission à l'issue de la première phase, quelles sont les prochaines étapes ? Un petit mot positif pour eux, pour terminer. C'est important de dire, penser à eux. Et évidemment, pour certains, le 2 juin 2026 ne sera pas un moment le plus festif parce qu'ils n'auront peut-être pas eu de réponse aux propositions qu'ils souhaitaient. Alors, 2 choses. C'est dès le 11 juin, on ouvrira ce qu'on appelle la phase complémentaire qui permet de refaire de nouveaux vœux sur des formations qui ont des places vacantes. Donc je crois que là aussi, il faut ne pas se dire que c'est pas parce que c'est des places vacantes que c'est du place au rabais. L'an dernier, en 2025, c'est 83 000 candidats qui ont eu des propositions via sa phase complémentaire. La deuxième chose, c'est que si, à la fin du mois de juin, des candidats n'ont toujours pas eu de proposition, lycéens ou étudiants en recherche d'une réorientation, on leur enverra un message, on les appellera même individuellement pour les remobiliser, pour leur proposer un accompagnement dédié. Donc voilà, on accepte un droit à l'erreur, dans lequel on accepte que tout le monde n'ait pas le même parcours et que le parcours se construise chemin faisant. Il y a un droit à la réorientation, ce droit il est concret. En 2025, c'était 183 000 étudiants qui ont recherché une réorientation, qui ont obtenu des propositions d'admission. Parcoursup, personne ne joue sa vie sur Parcoursup. Merci Jérôme Teilhard pour ces éclairages. Vous restez avec nous et on se retrouve juste après la chronique de Marine pour décoder ensemble quelques idées reçues sur Parcoursup et l'orientation. Marine, aujourd'hui tu voulais nous parler de quelque chose qui t'a un peu surprise. Oui Romain, enfin plutôt quelque chose qui m'a interpellée ce matin dans le métro. Pourtant, je devrais être habituée parce que chaque année, c'est la même chose. L'ouverture de Parcoursup approche et les stations se transforment en véritables salons étudiants. Des affiches géantes, des couleurs criardes, des textes en anglais, quelques formules bien senties. Bref, le privé utilise beaucoup le marketing, c'est impossible de passer à côté. Pourtant, quand on voit le nombre d'écoles, on a quand même l'impression que le privé a un petit peu le vent en poupe en ce moment. Elle se multiplie à une vitesse incontrôlable. Il suffit de voir le nombre de formations récentes spécialisées dans l'IA. En fait, c'est du commerce, on identifie le besoin du client, on y répond, sauf qu'ici, le client, c'est l'étudiant. Et c'est terrible parce que ça occulte les bonnes écoles privées. Pour vous aider à y voir plus clair, je vous ai fait une liste non exhaustive des red flags de l'enseignement privé. Premièrement, l'argument phare. On n'est pas sur Parcoursup. C'est comme un restaurant qui se vante de ne pas être capable de citer les ingrédients des plats. C'est pas de la liberté, c'est un aveu de faiblesse qui veut dire on n'a pas ce qu'il faut pour y être. Deuxièmement, ce que j'appellerais le flou artistique. Les frais, à partir de, le programme évolutif, les cours hybrides. Mais ça veut dire quoi ? Est-ce que tous les cours sont à distance ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et troisièmement, le diplôme. Est-ce qu'il est reconnu par l'État ? Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mais est-ce que ce discours marketing bien calibré, il n'aurait pas finalement effacé celui des universités qui, on peut le dire, est un peu plus discret ? C'est vrai que l'université, elle fait moins de bruit. Pas de campagne tentaculaire, pas de slogan catchy, pas de fausses promesses, et pourtant, elle ne manque pas de ressources. Des cours en présentiel, pas des e-learning à foison, des enseignants-chercheurs qualifiés et titulaires de concours nationaux, pas des experts auto-institués, des frais d'inscription modérés qui ne nécessitent pas un prêt sur 10 ans, des diplômes nationaux reconnus ici et à l'étranger, des alternances avec de vrais employeurs en lien direct avec un projet pro, un taux d'insertion professionnelle de 93% pour les diplômés de master, et c'est le ministère qui le dit, pas les avis Google des anciens étudiants. Sans oublier la vie étudiante, des assos, du sport, des services de santé gratuits, des politiques ambitieuses en matière d'inclusion, des rencontres, des débats, des conférences sur des sujets de société, de géopolitique, l'actualité culturelle. En fin de compte, étudier à l'université, c'est grandir professionnellement mais aussi personnellement. On apprend à penser, on développe son esprit critique, on se confronte à la réalité, on se forme pour atteindre ses rêves, on participe à la vie démocratique. Bref, on devient soi. Et ça ne tient pas toujours sur une plaquette A4. Jérôme Teilhard, on se retrouve à présent pour mieux comprendre quelques idées reçues sur l'orientation. Donc je vous donne la phrase et vous nous expliquez en quelques mots si c'est vrai ou non. Donc la première, ce n'est pas le chiffre qui compte quand on est en liste d'attente. Oui, c'est vrai. Je pense que ce qui est important, c'est pas être en liste d'attente, ça arrive à beaucoup de candidats. Ce qui est important, c'est de consulter sur Parcoursup les informations qu'on vous donne. Par exemple, quel est le rang du dernier admis de l'année précédente ? Parce que ça, c'est un vrai élément qui peut vous guider, à la fois pour vous rassurer, c'est-à-dire que vous apercevez que vous n'avez pas eu de proposition, mais quand vous regardez votre rang de classement et celui du rang du dernier admis de l'an dernier, vous apercevez que vous avez des chances très raisonnables de recevoir une proposition rapidement. Ou alors,
c'est l'inverse, c'est-à-dire que votre rang est bien au-delà de celui du rang du dernier admis. Donc voilà, il faut à la fois se fier aux chiffres et en même temps avoir un peu de recul aussi pour se positionner. Deuxième idée reçue, les licences à l'université sont obligées de dire oui. Alors, c'est vrai qu'elles sont obligées de dire oui, c'est le principe. Alors, de dire oui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas limitées, puisqu'elles ont des capacités d'accueil, mais elles devront accepter les candidats jusqu'à leur niveau de capacité d'accueil. Je crois que c'est important parce que c'est la spécificité des formations, l'essentiel des formations à l'université, c'est que ce sont des formations dites non sélectives, dont l'objectif, c'est de pouvoir accueillir le maximum. J'y ajouterais aussi un autre élément qui parle beaucoup à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a une vraie priorité pour accéder aux licences à l'université, des priorités territoriales. L'objectif, c'est toujours de permettre d'aller dans son université de proximité parce que ça évite les mobilités contraintes et ça réduit les frais pour les familles. Et maintenant, une idée reçue que j'ai personnellement entendue quand j'étais présent sur le salon de l'éducation, mon avenir sur Parcoursup est déjà scellé puisque j'ai déjà choisi mes spécialités. Alors ça, c'est faux. Il faut vraiment le dire. Nous avons mis à disposition, d'abord, d'une manière générale, on s'aperçoit que bien plus que les choix de spécialité, c'est le niveau scolaire qui compte. Je crois que c'est important. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, quand on n'a jamais fait de mathématiques et qu'on veut se lancer dans une licence de maths, mais il y a un moment donné, je pense que ça, c'est du bon sens. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il existe sur Parcoursup des outils comme le simulateur qui vous permettent précisément d'anticiper et de voir, et on peut le faire dès qu'on est en seconde, avant de faire des choix d'enseignement de spécialité, peut-être de se rendre compte que tel ou tel type de doublette sont plus, prioritaires pour accéder à tel ou tel type de formation. Mais là aussi, il faut sortir des fois des discours très entendus. Parfois, sur certaines formations, on s'aperçoit qu'il y a une très grande diversité de doublettes. Et un mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont bientôt commencer à formuler leurs vœux sur Parcoursup. Écoutez, le mot de la fin, c'est plutôt le mot du début. Alors, moi, je suis réaliste, c'est pas le meilleur moment de votre vie, voilà, parce que c'est un choix à faire et c'est toujours délicat de faire un choix. Mais en même temps, profitez des opportunités qui sont proposées sur la plateforme, proposez des échanges qui sont proposés par l'ensemble des établissements, en particulier les universités, pour aller dans le concret. Je pense que n'utilisez pas Parcoursup comme le seul outil pour construire votre projet. Interagissez dans votre lycée avec votre professeur principal ou avec des professeurs avec qui vous avez une affinité. Interagissez avec les étudiants des établissements. Interrogez avec les professionnels des établissements. Et c'est ce bon équilibre entre les informations de la plateforme, entre les informations concrètes que vous aurez récoltées qui vous permettra de faire le choix. Parce que ça sera votre choix, ça sera le bon choix. Et puis, n'oubliez jamais que, au-delà du choix de Parcoursup, de l'accès à une première année, vous aurez maintes occasions de changer de parcours, de changer de filière. Voilà, je crois que tout cela est important à avoir en tête. Merci Jérôme Teilhard d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. On retient vos précieux conseils et on vous souhaite à vous aussi une bonne session 2026 de Parcoursup. Merci à vous. Avant d'accueillir notre deuxième invité, je voulais partager avec vous une info qui me semble particulièrement utile en cette période d'orientation. Je parle des journées d'immersion. Alors vous connaissez sûrement les journées portes ouvertes qui sont organisées dans de très nombreux établissements et durant lesquelles vous pouvez rencontrer des étudiantes et des étudiants, visiter les locaux et bien sûr en apprendre davantage sur la filière qui vous intéresse. Mais la journée d'immersion, ça va un petit peu au-delà de ça. Concrètement, pendant 1 ou plusieurs jours, vous devenez étudiante ou étudiant à l'université. Vous assistez à des cours magistraux, vous participez à des travaux dirigés, des travaux pratiques. C'est vraiment le moment pour comprendre ce que c'est que la vie à l'université et je pense que c'est un bon moyen de consolider votre projet d'orientation et aussi de répondre à vos interrogations quant à l'université et à son fonctionnement. C'est un dispositif qui existe dans beaucoup d'établissements sur l'ensemble du territoire. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner sur les sites internet des universités par exemple, de vous inscrire et de tenter cette aventure qui, je pense, pourra vous rassurer quant à votre projet d'orientation. On ne peut pas parler d'orientation sans donner la parole à celles et ceux qui la vivent, s'interrogent. Je parle bien sûr des lycéennes, lycéens, étudiantes et étudiants. Pour notre portrait du mois, nous recevons donc une étudiante, Jobed, qui a accepté de partager son expérience. Jobed, tu es étudiante en Master 2 Droit international et européen à l'Université Paris-Cité. Est-ce que tu te souviens comment tu te sentais l'année de ton bac au moment de choisir ton orientation ?
J'étais très stressée à l'époque parce que on venait de nous dire qu'il y allait avoir une nouvelle plateforme, donc après admission post-bac. En fait, on savait pas trop comment ça allait se passer, c'était beaucoup de stress. Déjà que quand on est en terminale, on est stressé par rapport à la suite, on sait pas ce qui va se passer après, on sait juste qu'on va passer le bac, on va peut-être aller à l'université, continuer, s'arrêter, on ne sait pas. Et là, on nous mettait une nouvelle plateforme, donc on ne savait pas trop comment faire. Je ne savais pas ce qui m'attendait par la suite, quoi. Et justement, ce stress, comment est-ce que tu as fait pour que ça ne te paralyse pas ? Quelles actions tu as menées pour construire ton projet d'orientation ? Est-ce que tu as participé à des salons, des journées portes ouvertes, des choses comme ça ? On a fait une journée porte ouverte avec ma mère. Et ça m'a permis de voir un peu ce que je voulais faire, les différents cursus qui pouvaient y avoir, etc. Aller dans les différents salons, ça m'a quand même permis de moins stresser, mais quand même le processus des vœux, comment ils fonctionnaient, etc. Parce que même les professeurs à cette époque-là, ils ne connaissaient pas, parce que c'était nouveau. Donc on ne savait pas trop comment on allait être traité à cette période-là. Comment est-ce que tu te sentais au moment des grandes étapes de Parcoursup ? Donc il y a la formulation des vœux, il y a l'attente des propositions d'admission, il y a aussi quand on les reçoit. Quel était ton état d'esprit à chacune de ces grandes étapes ? En fait, au début, on a l'impression qu'on va être accepté nulle part. En tout cas, moi, pour mon cas, j'étais en liste d'attente partout. Et moi, je ne comprenais pas encore le principe de la liste d'attente. Donc, au début, j'étais un peu perdue. Et après, finalement, au fur et à mesure, on a commencé à nous expliquer. Donc, au début, c'était de la liste d'attente. Puis, c'était des acceptations. Donc, c'était assez stressant pour ma part. Parce que moi, je voulais que des universités parisiennes. Celle où je suis actuellement. Donc, c'était Paris Descartes, aujourd'hui Paris Cité. Je sais que je l'ai eu à la fin. Je l'ai vraiment eu à la fin. Moi, je trouve que c'était quand même un message un peu d'espoir pour les gens qui seront peut-être en liste d'attente pendant très longtemps. Oui. Comme quoi, on peut être sur liste d'attente, même peut-être jusqu'en août, et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'admission. Il faut persévérer, il faut rester jusqu'au bout. Faut pas lâcher, vraiment. Parce que finalement, aujourd'hui, donc, tu fais un cursus de droit à l'Université Paris-Cité, un parcours assez linéaire. Tu as fait ta licence, maintenant tu es en master. Est-ce que finalement, tu as eu des regrets par rapport à ça ? Tu as eu des doutes à certains moments ou pas ? J'ai jamais regretté mon choix. C'est difficile le droit, c'est très difficile. Mais j'ai jamais regretté mon choix et je suis très contente d'être dans l'université dans laquelle je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait un peu ce que je suis aujourd'hui, mon parcours, etc. Donc non, je regrette pas du tout. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens vraiment, c'est que c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Beaucoup de stress. C'était très stressant. C'était vraiment pas gagné. Et oui, jusqu'à la fin des vacances, je me retrouvais au mois d'août à avoir aucune réponse. Je savais pas ce que j'allais faire à la rentrée. Moi, j'avais confiance. Je me disais j'allais forcément avoir une réponse et j'en ai eu. Donc voilà. C'est la preuve que aussi l'orientation, c'est pas une fin en soi. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir des changements de plan. Il y a des choix qui s'imposent à nous aussi parfois, des adaptations. Enfin, tout est possible. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ? Par exemple, si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui là vont nous écouter, qui s'interrogent sur leur orientation, qui vont sûrement aller sur Parcoursup cette année pour la plupart. Ce serait quoi ton conseil ? Persévérer, même si les portes elles semblent se fermer pour vous. Elle se ferme pas vraiment, il y a toujours un moyen en fait d'atteindre votre objectif d'une façon ou d'une autre. Faut y croire, il faut y croire tout simplement, parce que ça m'est arrivé justement dans mon master, c'est similaire à Parcoursup où justement moi j'ai été en liste d'attente très 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 longtemps, jusqu'à même il me semble qu'il y a une phase complémentaire, même après la phase complémentaire. J'étais en liste d'attente dans le master que je voulais. C'était vraiment celui que je voulais. C'est un exemple. J'ai montré que j'étais motivée, j'ai montré que j'en voulais réellement. Même si la porte semblait se fermer via la plateforme, j'ai essayé par un autre moyen et aujourd'hui, je suis dans le master que je voulais. Et j'ai même été majeure de promo. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Donc, ne baissez pas les bras. Donc, même si vous voyez que vous avez un vœu... un vœu que vous vouliez absolument, qui vous a été refusé, etc. Essayez. Et si ça ne fonctionne pas, réessayez l'année prochaine. Travaillez, améliorez votre dossier, etc. Faites-vous une expérience, mais surtout ne baissez pas les bras. Vraiment, ne baissez pas les bras parce que pour moi, en tout cas, la motivation, c'est le moteur. Moi, en tout cas, pour le master, j'ai fait de mon mieux, j'ai persévéré. Et puis, si ça n'avait pas fonctionné, j'allais réessayer l'année d'après. Mais surtout, ne baissez pas les bras si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais ça tombe très bien parce que c'est aussi ce qu'on disait avec Jérôme Teilhard, que l'orientation, c'est jamais figé. On ne fait pas un choix pour toute sa vie. Il y a toujours possibilité de changer, de réessayer. On a le droit de se tromper aussi.
Et voilà, il y a toujours des passerelles qui sont possibles, des parcours qu'on ne connaît pas forcément et qu'on connaîtra plus tard. Donc merci pour ce beau message d'espoir. Merci pour ton témoignage et bonne continuation dans la suite de tes études. Merci beaucoup. Notre épisode touche à sa fin, merci de nous avoir écoutés. S'il vous a plu, vous pouvez le liker, le commenter, le partager, mais aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité des universités. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode consacré à la mixité, où je recevrai notamment Françoise Combe, astrophysicienne et présidente de l'Académie des sciences, pour échanger sur la place des femmes dans les filières scientifiques. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer sa sortie, et à bientôt.